Votre grâce est sur les dents. 10e chapitre. Bourdonnement parisien. Falco était retourné se coucher après le départ de Frossat, qui par bonheur ne s'était pas éternisé. Il crut cependant que ce dernier était revenu, car il entendit à nouveau toquer sur sa porte. Beaucoup plus discrètement, ceci dit. La lumière gaie qui filtrait sous les lourds rideaux opaques des grandes fenêtres indiquait que la journée était déjà bien entamée. Encore dans la volupté du sommeil, Falco n'eut que la force de se retourner dans ses draps pour retomber dans les limbes délicieuses de la grasse matinée. Il n'entendit ni la porte s'ouvrir délicatement, ni les quelques petits bruits qui suivirent. On ouvrit le rideau au fond de la chambre et la lumière du jour inondant la pièce le fit se redresser brusquement. Les yeux écarquillés, il distingua une demoiselle au fond de la pièce. Une très belle brune qui portait l'uniforme des femmes de chambre de l'hôtel. Il avait l'impression de l'avoir déjà vue, peut-être au détour d'un couloir de l'hôtel. En l'entendant, elle se retourna vivement vers lui. Elle avait les cheveux attachés en une queue de cheval à l'élégante forme de virgule, de grands yeux à peine maquillés et un air paniqué qui était loin de l'enlaidir. « Oh, je suis confuse, monsieur. Toutes mes excuses, je pensais que la chambre était vide. J'ai frappé plusieurs fois et, comme il est 11h30 passées... »« Il n'y a pas de mal, mademoiselle, » rassura Falco en se redressant dans les coussins. « Vous ne pouviez pas savoir que j'étais là puisque je ne vous avais pas répondu. »« Je repasserai, » fit la soubrette en baissant les yeux. « Inutile. Vous êtes là, autant en profiter. Faites votre travail, je vous promets de me faire aussi discret que possible. » Elle lui sourit timidement en reprenant son chiffon pour faire les carreaux. Falco sortit du lit. Il n'avait gardé que le pantalon de soie de son pyjama. Il supposa le regard de la jeune femme sur lui tandis qu'il se rendait à la salle de bain où il comptait faire quelques ablutions. Alors qu'il se préparait à se raser, il se rendit compte qu'il avait oublié de se munir de son fidèle coupe-chou, laissé dans la malle au bas de son lit. Il ressortit, une serviette autour de la taille, et tomba nez à nez avec la femme de chambre. Nonchalamment, elle se retourna et fit mine d'être simplement en chemin vers une nouvelle vitre à nettoyer. Falco feint de ne pas la remarquer, mais se glissa derrière elle sans qu'elle s'en aperçoive. Il lui prit délicatement la main, celle avec laquelle elle appliquait le chiffon contre la vitre. Malgré le long gant de velours noir qui la couvrait du bout des doigts jusqu'au coude, elle sembla parcourue d'une décharge électrique qui lui fit lâcher son chiffon. Aussi vive qu'un oiseau, elle se retourna, un air de biche apeurée sur le visage. Elle était vraiment très belle. Falco entendait le rythme rapide de sa respiration et sentait sa poitrine s'épanouir sous la sagesse de la robe de service. Le regard de la jeune femme allait et venait entre les yeux de Falco et la blessure encore fraîche gravée sur sa poitrine qui semblait la fasciner. La sentant hésitante, Falco plaça lui-même la main qu'il tenait toujours délicatement contre la griffure. Elle frémit, le souffle de plus en plus court. Falco avança doucement son visage vers le sien, assez lentement pour qu'elle puisse faire le reste du chemin et envahir sa bouche avec une langue chaude et douce comme de la soie. Malgré son apparent jeune âge, elle embrassait avec une assurance et une fougue qu'elle ne cherchait pas du tout à masquer. Falco passa une main derrière ses reins et sentit son corps se serrer contre le sien. Les bras de la soubrette s'enroulèrent autour de son cou et, subitement, elle se dégagea. Avec un air de défi, elle passa sa langue sur ses lèvres et ôta la serviette que Falco avait autour de la taille. Elle baissa les yeux sur le membre déjà tendu. Falco fit passer ses mains sous la robe noire à froufrou blanc et parcourut les fesses fermes de la jeune fille. Elle soupira sensuellement. Il avait la délicieuse impression que le corps de la demoiselle fondait sur lui. La femme de chambre émit un gémissement éloquent lorsque la main de Falco atteignit son pubis. Brusquement, il la saisit par la taille et l'assit sur le meuble le plus proche, en l'occurrence une coiffeuse de style ancien régime surmontée d'un plateau de marbre. Il souleva les froufrous de la robe et défit les bas de la jeune femme. Elle se mordit les lèvres quand lentement il s'introduisit en elle. D'abord prude, elle ne tarda pas à laisser pleinement cours à son excitation, allant même jusqu'à passer sa langue sur les griffures de Falco. Après la coiffeuse, ils firent l'amour sur le divan, face au jardin des Tuileries, puis sauvagement sur le lit où elle le fit exploser en se cambrant comme une panthère tandis qu'il la tenait fermement par sa queue de cheval. Elle lui avait bien rendu son plaisir en lui gravant sur les omoplates des marques presque aussi profondes que celles qu'il avait sur le pectoral. « Vous ne direz rien ?» demanda-t-elle en remettant pudiquement sa culotte. Elle avait l'air d'une fillette qui venait de faire une bêtise dont elle avait honte. « N'ayez crainte, je n'en soufflerai mot qu'à mes souvenirs, promit Falco. La réponse sembla la satisfaire. « Resterez-vous encore longtemps ?» Falco pensa à tout le travail qui l'attendait. « Probablement quelque temps, oui. »« Vous êtes gentil ? Pourrez-vous demander à la réception que je m'occupe de votre chambre quotidiennement ?»« Pourquoi pas ?» songea Falco. « Cela doit pouvoir se faire, » assura-t-il. Les joues de la jeune femme s'empourprèrent. « Merci. »« Et quel nom dois-je suggérer ?»« Dora. »
Parfait, répondit Falco. Bonne journée, Dora. Elle fit une petite révérence et partit presque aussi discrètement qu'elle était entrée. Bertrand Frossat avait demandé à Falco d'être pour 14 heures au ministère. Ce serait sûrement pour une double occasion. Celle d'un compte-rendu avec Olwen Guénolé et celle d'une nouvelle mise au point, car la mission était loin d'être terminée. Au moins, il allait revoir la belle chercheuse. Falco passa le reste de la matinée à se remettre de ses émotions, profitant de ce temps mort pour réfléchir. Il répondit au message de la plantureuse Fedora, lui proposant un dîner le lendemain soir. Décidément, son séjour parisien n'était pas pauvre en femmes. Il déjeuna au restaurant de l'hôtel et flâna un peu en se rendant à pied au rendez-vous donné par Frossat. Avant de partir, il ne manqua pas de tenir parole en passant à la réception pour demander à ce que Dora s'occupe expressément de l'entretien de sa chambre. Olwen Guénolé était déjà dans le bureau de Bertrand Frossat. Elle adressa à Falco un sourire radieux en lui tendant sa main gantée de dentelle, qu'il baisa volontiers. « Comment vous portez-vous depuis hier » demanda-t-il. « Tout à fait bien, je vous remercie. Et vous ?» Je crains d'avoir vu ma nuit quelque peu perturbée par un visiteur peu scrupuleux. Il jeta un coup d'œil accusateur à Bertrand Frossat, qui, peu au fait de la conversation, se leva de son bureau et lui serra la main avec un bonjour distrait. « Alors » fit le directeur en se rasseyant. « Voyons où nous en sommes. Mademoiselle Guénolé m'a fait le compte-rendu scientifique de l'expédition, et c'est un franc succès qui mérite un coup de chapeau. Avec ce que vous avez ramené, nous tenons des pistes très prometteuses en ce qui concerne l'étude des lycanthropes. » Olwen échangea un sourire avec Falco. Un simple bravo, aussi franc soit-il, était quand même une récompense bien modeste, mais dans la bouche de Frossat, il valait de l'or. « Concernant notre énigme nocturne, j'ai la solution !» s'exclama le directeur. « Je l'ai résolue ce matin !» Falco ne saisit le sens de cette remarque que lorsque Frossat lui demanda le papier de la discorde qu'il lui avait lu cette nuit. S'il avait trouvé la solution ce matin même, quand diable dormait-il ? « Il va falloir prouver ça avec des tests, bien sûr, mais j'ai ma théorie. De l'encre sympathique. C'est une méthode ultramoderne qui consiste à utiliser pour écrire une encre spéciale, capable de s'effacer dans certaines conditions. On a dû me faire signer un papier ayant été rédigé avec. Le texte a été effacé, de telle sorte qu'il y ait à disposition une feuille vierge avec ma signature. On a pu donc écrire sur la feuille n'importe quel autre propos, ou je ne sais quel ordre dessus pour avoir un papier officiel du bureau. » « Astucieux, » admit Falco. « Fourbe, » rectifia Olwen. « C'est une possibilité parmi d'autres. Si cela se confirme, la théorie de la taupe se concrétisera, » affirma Frossat en remuant ses bacchantes de morse. « Qu'en est-il de la femme de la grotte » interrogea Falco. Le directeur s'activa. Il semblait chercher quelque chose de précis dans le fatras sur son bureau. « Eh bien, j'ai vérifié dans nos dossiers, et selon toute vraisemblance, il s'agit d'une certaine Agnès Basselonne. Elle fut fichée comme lycanthrope par nos services en 1829, mais en vérifiant les archives, nous nous sommes aperçus que son dossier remontait à l'affaire de la bête du Gévaudan. Elle y apparaît comme suspecte dans une lettre datée de juin 1765. Les rapports mentionnent aussi le nom d'un certain Jacques Bragnat, dont on ne sait pour ainsi dire rien, à part le nom. On ne peut que supposer le fait qu'il fasse aussi partie de la meute de Boulogne. Les lycanthropes avaient une durée de vie nettement supérieure à celle d'un humain, bien que moindre que celle des vampires. Enfin, ce postulat était valable uniquement pour les spécimens morts de vieillesse, ce qui était plutôt rare pour ces créatures. « Cette femme est particulièrement habile, » commenta Falco. « Elle était capable de prendre l'apparence d'une parfaite louve. Hormis ses yeux, rien ne la trahissait. » « Stupéfiant, en effet. Et rappelez-moi ce qu'elle vous a dit pour voir si cela correspond au rapport de Mademoiselle Guénolé. » Elle s'est particulièrement énervée quand j'ai mentionné le ministère, insinuant que le Maès l'avait trahi en laissant entrer des vampires sur le territoire malgré le fameux accord passé avec les services. Accord qui, comme nous le savons maintenant, est une vaste gabegie, réagit Frossat en brassant l'air de sa main. D'ailleurs, lors de la perquisition qui a été faite en fin de matinée, nous avons fait main basse sur d'autres documents du même type, et nous en avons appris les termes précis. « Avez-vous pu capturer les loups ?» demanda la chercheuse. « Ils s'attendaient à notre venue et avaient en grande partie vidé leur tanière. Tout porte à croire qu'ils se sont réfugiés en banlieue. Nous sommes en train de faire marcher nos indices. C'est une question de temps avant de les retrouver. Une chef de la trempe d'Agnès Basselonne ne peut pas disparaître aussi facilement. »« Ne les sous-estimez pas, monsieur, » conseilla Olwen. « N'ayez crainte, » rebondit Frossat. « D'ici à ce que nous les ayons trouvés, la sécurité sera renforcée dans toute la capitale. Démunis, les loups peuvent être redoutables, et on a déjà assez de chambards dans nos rues. » Falco réfléchit. Un interrogatoire bien mené de Basselonne pourrait nous faire progresser plus rapidement. Ils avaient forcément un contact, et nous devons l'identifier. Le directeur hocha franchement la tête avant de répondre à Falco. « Je ne vous le fais pas dire !»« Avez-vous du nouveau concernant la noyée d'Ivan ?» demanda Falco. « Hélas non, je ne peux malheureusement pas être au four et au moulin. » Falco jeta un regard à Olwen Guénolé, qui, par une moue,
fit comprendre qu'elle n'en savait pas plus. « Je crains que Basselone ne se soit joué de vous, Toustin. » Falco était certain du contraire. Pourquoi la lycanthrope aurait-elle menti, alors qu'elle était certaine de le tuer ? « En attendant, reprit Frossa, vous ne devez pas perdre de vue votre objectif principal. Identifier les vampires chez les Russes et leur demander poliment de partir. » Le directeur rajusta son monocle. « Navré de vous ennuyer avec ces palabres politiques, mademoiselle Guénolé. Vous avez sûrement affaire avec vos recherches. Naturellement, vous pouvez prendre congé. Étant donné le binôme de choc que vous avez formé avec Monsieur Toustin, je n'hésiterai pas à faire de nouveaux appels à vos services. D'ailleurs, j'aimerais que vous supervisiez l'interrogatoire de Madame Basselone, quand nous l'aurons attrapée. »« Ce sera avec plaisir. J'ai de toute façon prévu de prolonger un peu mon séjour, ne serait-ce que pour profiter des charmes de la ville. »« Et de ses bibliothèques, taquina Falco. » Olwen Guénolé se leva et lui adressa un sourire ravissant. Une mèche rebelle tombait sur son front. Elle la rabattit derrière son oreille avant de prendre congé. « Une ravissante jeune femme, vous en convenez ?» affirma Frossa dès que la porte se fut fermée. « Tout à fait. Si j'étais plus jeune de quelques décennies et que j'avais un peu moins peur de ma femme... » Le directeur tapa du poing sur son bureau. « Enfin, trêve de galéjade. Je me suis renseigné sur Karl von Eisprach. »« Vous avez du nouveau ?»« 3 de nos hommes le filent 24 heures sur 24. Malheureusement, le bougre ne fait rien de suspect. Tout son temps libre, il le passe chez lui, ou à l'ambassade d'Allemagne de la rue de Lille. Quelques sorties le soir, mais rien d'excentrique ou de répréhensible par la morale. Il était bien chez lui ces dernières nuits ? Les rapports indiquent qu'il est rentré à une heure tout à fait décente et qu'il n'est ressorti que le lendemain pour se rendre à l'ambassade. Étrange. Karl von Eisprach était bien trop calme pour être honnête. Après son rendez-vous avec Bertrand Frossa, Falco avait cherché Olwen Guénolé, mais la jeune femme était déjà partie. Il lui enverrait un télégraphe. Hors de question de la laisser filer sans avoir pu l'inviter à un dîner. Non professionnel cette fois-ci. Ainsi, il était donc sans rien de précis à faire jusqu'au lendemain soir où il devait dîner en compagnie de la comtesse Fedora Grigoriova, avec qui il avait arrangé une invitation. Tant mieux, Paris était une ville idéale pour passer le temps. La météo était propice à la promenade, froide certes, mais fort ensoleillée. Falco alla flâner sur l'île de la Cité et dans le quartier latin. Les bouquinistes des bords de Seine avaient quelques ouvrages intéressants qui seraient parfaits pour compléter la section marine de la bibliothèque du manoir. De beaux ouvrages illustrés sur les cétacés, et les 2 tomes de l'histoire générale des plus fameux pirates du capitaine Johnson, dans une superbe édition du siècle dernier. Falco fit également l'acquisition d'un petit précis de chimie récemment publié. Assis tranquillement à la terrasse d'un café avec vue sur Notre-Dame, il savoura une absinthe fraîche en entamant ses lectures. La nuit tomba subitement sans qu'il n'ait vu le temps passer. Il dîna en solitaire, à l'hôtel, et se coucha à une heure largement plus décente que celle de la veille. Il fallait absolument faire partir cette fatigue lancinante qui l'assommait. Le lendemain matin, il se leva relativement tôt pour profiter de sa journée. Ce séjour à Paris commençait à prendre des allures de vacances. Il avait télégraphié à Olwen Guénolé, mais cette dernière ne lui avait pas répondu. Pas encore, espérait-il. Il prit la Peugeot Type 3 que lui avait donné le bureau le temps de sa mission pour se rendre au Jardin des Plantes. On lui avait vanté la nouvelle galerie zoologique inaugurée il y a quelques années, mais il n'avait encore jamais eu l'occasion d'aller la visiter. Malgré les 1000 précautions qu'il prit sur le chemin, il ne put s'empêcher de penser que les Parisiens avaient un problème d'entendement avec la conduite. Même les quelques gentlemen en automobile qu'il avait croisés devenaient de véritables butors une fois postés derrière leur volant. Le Jardin des Plantes était calme. Peu de promeneurs étaient de sortie avec le ciel pâle et incertain. D'autant plus que les plantes commençaient paisiblement leur hibernation. Toutefois, régnait une forte activité sur la partie sud du jardin. Les ouvriers s'activaient à la construction d'une nouvelle galerie qui accueillait, disait-on, les collections de paléontologie et d'anatomie. À la pensée de cette dernière discipline, Falco ne put s'empêcher de se remémorer une visite, commentée par un bon ami médecin, au musée Dupuytren, à l'école de médecine. On pouvait y voir une collection d'étrangetés capable de rivaliser avec celle du Maès en termes d'étonnement. Formol, bocaux et émotions fortes garanties. L'imposant bâtiment de pierre qui abritait la galerie inspirait le savoir tranquille et la sagesse immuable. Falco acheta un billet auprès d'un guichetier entre 2 âges plein d'entrain. Le peu de visiteurs rendait l'endroit encore plus impressionnant. Tout respirait la science et la connaissance qui, impitoyablement, écrasaient l'ignorance. Un nombre incroyable de spécimens animaliers étaient exposés dans d'immenses salles. Chacun d'eux était affublé d'un nom composé en latin, à la signification sibylline pour les néophytes. Tous étaient écrits d'une sage écriture au stylo plume sur une étiquette collée à même les socles de bois. Impossible pour Falco de ne pas prêter attention au Canis dirus, loup préhistorique dont le squelette était entouré de spécimens naturalisés de sa lointaine descendance, le Canis lupus, communément appelé loup.
Alors qu'il observait attentivement les os de la mâchoire en se disant que celle des lycanthropes aurait peut-être un jour leur place à leur côté dans ce musée, un homme se racla la gorge derrière lui. « Monsieur de Guerre !» Reconnaissant son identité de couverture, Falco se retourna, armé de son plus beau sourire. Se tenait devant lui un homme grand et élégant, habillé avec un goût sûr, aux favoris blonds teintés de roux. Falco se rappela son identité en quelques instants. Il s'agissait de l'Allemand qu'il avait croisé lors de la réception à l'hôtel d'Estrée. Herr von Eisprach, quel heureux hasard! Ils se serrèrent la main. L'ambassadeur avait une poigne sèche et franche. « Vous vous intéressez aux animaux ?» demanda l'Allemand avec un accent à peine perceptible. « Tout à fait. Vous savez, en province, nous n'avons point ce genre de formidable infrastructure. »« Comme je vous comprends. Berlin, notre capitale, est aussi une ville formidable, mais rien en ce qui concerne l'art et le savoir ne dépasse Paris. J'avais d'ailleurs rendez-vous avec le directeur de la galerie, qui est un ami, pour le prêt d'une partie de la collection des cétacés au Museum für Naturkunde. » Falco avait déjà entendu parler de cet équivalent germanique du Muséum d'histoire naturelle. On y avait par ailleurs achevé récemment la construction du nouveau bâtiment abritant les collections. J'en conviens volontiers. Et avez-vous pu obtenir votre prêt ? Disons que c'est en bonne voie. Notre musée est encore jeune, mais la demande de savoir est réelle. Vous savez, on trouve ici nombre de spécimens rares, du plus grand au plus petit. Parfois, plusieurs années ont été nécessaires pour en capturer un. C'est formidable, non ? Assurément. Un travail d'une infinie patience, convint Falco. Savez-vous qu'il y a des cas où l'espèce est si rare que même son existence est incertaine ? Oui, il me semble déjà avoir entendu parler de ceci. Des bêtes telles que le monstre du Loch Ness ou la wyverne. Genau. Des bêtes dont on n'est pas sûr de l'existence, car ceux qui les ont aperçues ne leur ont pas survécu, ou les ont vues de trop loin. Elles n'ont jamais été capturées, bien entendu. Un peu comme ces monstres que nous avons pu voir de près l'autre soir. Ventre saint gris. Entre Grigorievitch et von Eisprach, tout le monde dans cette ville semblait avoir un attrait pour l'ésotérisme. Mais il n'est pas convenable de troubler la quiétude des visiteurs de ce lieu par une conversation à haute voix, aussi intéressante soit-elle, reprit l'ambassadeur. Un peu de tabac et un verre vous inspire-t-il pour la poursuivre ? Falco sauta sur cette occasion d'en savoir plus sur l'Allemand. Gern, j'ai quasiment achevé ma visite. Je vous suis. Malgré la courtoisie exemplaire de l'Allemand, Falco restait méfiant. La coïncidence de leur rencontre était bien trop parfaite. Ils allèrent dans un café raffiné de l'ouest du 5e arrondissement. La décoration en boiserie vernie, laiton et cuivre faisait penser à un décor marin. Cet intérieur inspira Falco pour prendre un single malt de caractère. L'Allemand, lui, prit une liqueur d'Alsace. « Comment se déroule votre séjour d'affaires ? Avez-vous trouvé des partenaires pour votre projet maritime ?» demanda l'ambassadeur en posant sur la table une vieille pipe de hussard et une blague à tabac. « Eh bien, j'ai coutume d'éviter le sujet quand je ne suis pas sûr de certains projets. Question de superstition. Je vous révèle simplement que mes affaires sont en bonne voie. »« De la superstition ?» répéta Karl d'un ton étrange. « Je vous comprends, mais permettez-moi de douter de la bonne marche de vos activités, » poursuivit-il en bourrant soigneusement sa pipe. « Je suis les yeux et les oreilles du Kaiser ici, et je mets un point d'honneur à n'entendre pour lui que la vérité et de voir les choses dans leur réalité. Nous sommes entre gentlemen, n'est-ce pas ? Alors, point de cachotterie. Votre société de transport n'existe pas, monsieur Toustin. » Falco alluma son cigare et en inspira la première bouffée, méditant une réponse. Morand n'avait pas été à la hauteur, et l'Allemand semblait trop bien informé pour qu'il le convainque en ramassant les pots cassés. En outre, Karl von Eisprach l'avait vu attaquer les loups. Un badal chef de compagnie maritime n'en aurait peut-être pas fait autant. Tout à fait. Et vous cherchez à savoir à quelle espèce vous avez eu affaire. Quelle espèce ? Mais il s'agissait d'anarchistes costumés. N'avez-vous pas lu les journaux ? Von Eisprach parvenait à feindre l'innocence avec un réalisme déconcertant. Comme vous l'avez dit, nous sommes entre gentlemen. Pourquoi me parler des créatures surnaturelles si c'est pour ensuite les désigner sous l'appellation d'anarchistes ? Vous êtes malin, monsieur Toustin. L'Allemand posa une allumette en flammes sur le tabac de sa pipe qu'il tenait délicatement. Son visage disparut derrière un écran de fumée. Seul le reflet doré d'un discret anneau à sa main était clairement visible. Falco crut y distinguer un T. Vous savez, je suis germanique. J'accorde une grande importance au passé païen de notre vieille Europe. Des mythes et des légendes millénaires que nous renions obstinément depuis que les religions monothéistes ont envahi nos cultures. Le monothéisme n'a fait que contribuer à l'évolution des légendes, tout comme le fait la science de nos jours. Dénaturer me semble être un terme plus approprié. La science explique, sans juger, du factuel, et rien que du factuel. La religion juge sans explication, pas de faits, mais des suppositions présentées comme d'immuables vérités. Vous semblez oublier que le paganisme est lui aussi une religion. Une religion polythéiste, pure et ouverte. Elle a pour but non pas de s'imposer, mais de simplement guider l'homme dans un monde qu'il doit comprendre, respecter et non dominer.
Nous devons apprendre à vivre dans la nature et non tenter de la dompter. Karl von Eisprach était parfaitement calme. Il tira sur sa pipe, Falco sur son cigare avant de laisser la fumée s'échapper lentement de sa bouche. Cette conversation était des plus intéressantes. Qu'entendez-vous par la compréhension du monde ? Von Eisprach sourit. Accepter la nature et ses fonctionnements dans leur entièreté, même dans ces aspects que certains qualifieraient d'effrayants. Et ce, même s'ils sont d'un danger extrême. Le danger est l'une des facettes de la nature, il est le prix de la puissance. Que serait la mer sans ses tempêtes, les montagnes sans leurs blizzards ? Tolérer ce danger et nous y soumettre n'est que rétablir l'équilibre de la nature que nous tentons vainement de contrecarrer. La balance des forts et des faibles n'est pas de notre ressort. Monsieur, vos propos revêtent un intérêt certain, mais donnez-moi des exemples. Nos visiteurs impromptus de l'autre soir étaient un aspect occulté de la nature, des créatures que l'on craint tant que l'on préfère ignorer leur existence. Il en va de même pour certains de nos amis communs. Falco ne lui fit pas le plaisir de lui demander à qui il pensait. Les seules connaissances que les deux hommes partageaient étaient le comte Alexei et la comtesse Fedora Grigoriova de Pistolkrev. Sous-entendez-vous que certains Russes sont des vampires ? Je ne le sous-entends nullement, car c'est la vérité. C'est une grave déclaration. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez ? Karl von Eisprach se tassa dans son fauteuil et tira sur sa pipe. Il faisait penser à un apprenti sorcier trop ambitieux. Je vous pensais plus observateur. N'avez-vous pas remarqué que la vague d'assassinats a débuté depuis leur arrivée ? N'avez-vous pas constaté avec quelle facilité notre ami Alexei a lutté contre le lycanthrope ? Vous savez, l'aristocratie slave est loin d'approuver le rapprochement du régime autocratique du tsar avec, pardonnez-moi les termes, une république de parvenus. Tout ceci est une preuve bien maigre à mon sens. Il y a toujours eu des meurtres à Paris, et si mes souvenirs sont exacts, vous êtes vous aussi intervenu sur un des loups avec une force saisissante. Toutefois, je prends note de vos remarques. Je pense que vous omettez que dans les alliances, il n'est pas question d'idéologie étatique, mais surtout d'argent et de soldats. Falco éteignit son cigare mourant dans un cendrier en marbre et se leva avant que la conversation ne s'envenime. Navré, mein Herr, mais les affaires me contraignent à vous quitter. Je vous remercie cependant pour la conversation. Je vous en prie, répondit Karl von Eisprach, toujours aussi courtois. Le plaisir est partagé, je suis persuadé que nous serons amenés à nous revoir bientôt. Falco prit congé sans avoir vraiment compris où l'ambassadeur voulait en venir. À part lui annoncer qu'il connaissait sa véritable identité, il n'avait fait que lui parler de ses théories et alimenter ses soupçons sur l'étrange fratrie des Pistolkrev. En tout cas, l'instinct de Falco lui disait de surveiller cet homme de plus près. Il ne faisait aucun doute que Karl von Eisprach cachait quelque chose. Vivre comme des damnés. Après tout, ne l'était-il pas ? C'est ce à quoi pensait Agnès Basselonne devant un verre d'eau de vie. Elle savait que les humains rôdaient dans les bois à leur recherche, mais jamais elle n'avait pensé que certains seraient assez malins pour trouver leur antre. Ils allaient sûrement revenir, et il ne fallait prendre aucun risque pour la sécurité de son clan. Il faudrait partir, une fois de plus. Elle vida d'un trait son verre. Les humains n'étaient pas dignes de confiance, c'était un fait, mais l'accord qu'elle avait conclu après des mois de tractation avait été passé avec un de ses congénères, un lycanthrope comme elle. Jamais il ne s'était montré sous sa forme humaine, mais elle était certaine de son honnêteté. Il devait être fort vieux, car encore mieux qu'elle, il pouvait chasser intégralement sa part d'humanité lors de sa métamorphose et devenir un parfait loup. D'ailleurs, son pelage était magnifique, sombre, d'un roux uni qui rappelait la lueur du feu. Dès les premiers regards, il s'était toisé. Avant même de mener les négociations, il s'était accouplé. Agnès avait toujours préféré les accouplements sous forme animale. Ils étaient plus passionnés, plus intenses. Tous les sens se mêlaient, et son partenaire était un excellent amant. Peut-être était-ce cela qui l'avait attendri. Si c'était le cas, on ne l'y reprendrait plus jamais. Les intérêts du clan passaient avant tout, et à cause d'elle, la sûreté avait été compromise. Ce n'était qu'une question de temps avant que son autorité soit remise en cause. Ah, raison. C'était elle qui avait mené les humains dans l'antre, elle qui les avait laissés filer. Jacques, dès qu'il serait remis de ses blessures, serait probablement candidat pour prendre sa place. Enfin, il faudrait encore qu'il vienne à bout d'elle lors du combat rituel. Chez les lycanthropes, régnait la loi du plus fort. Si Jacques devenait chef de clan et ne la tuait pas, elle serait exclue de la meute. Après presque un siècle à les guider dans le tumulte des changements qui secouaient la France. Jacques ne cachait pas ses envies de chasser les humains au grand jour, comme leurs ancêtres, et de cesser de se cacher comme des proies. Les premiers sur la liste seraient les vampires, leurs ennemis jurés qui osaient venir les narguer. Agnès n'était pas encore sûre de les avoir identifiés, mais c'était certain, les têtes allaient tomber. Avant toute chose, les deux humains qui avaient osé la défier devaient payer. Elle se délecterait de la chair de cet homme aux cheveux clairs et au regard assuré qui n'avait même pas semblé choqué en la voyant se transformer. Jonas arriva dans l'embrasure de la porte qui menait vers le couloir. Il était le plus jeune d'entre eux. Il les avait rejoints peu après le début de la Restauration.
Les gens de son village avaient découvert son secret et il avait dû s'enfuir pour éviter de se retrouver décapité. « C'est réparé, et Alice s'occupe de piéger le couloir », fit-il à l'intention de sa chef. Elle mit quelques instants à sortir de ses pensées. « Parfait. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? » « Ma décision n'est pas encore prise, mais il y a de fortes chances pour que nous partions. »« Mais nous sommes chez nous ici. »« Cet endroit n'est plus sûr. Les hommes vont nous traquer, et tu sais de quoi ils sont capables, n'est-ce pas ?» Jonas baissa les yeux. « Quoi qu'il en soit, j'ai une mission à te confier. » Le jeune homme releva instantanément la tête. Agnès donnait toujours ses ordres d'une voix calme, mais impérieuse. « Retrouve les 2 humains qui sont venus ici, et ramène-les-moi. Je tiens à les tuer moi-même. »